Ok. Donc là, le cours est enregistré. Je vous ai envoyé un mail tout à l'heure pour vous dire que ces cours ils seront retransmis ensuite sur chaîne YouTube. Comment ça, leur cours de maths avec Madame Lange? Ça y est, apparemment, ils n'avaient pas de cours. Ils n'ont pas la cité, là, non. Ok, Anne, dis-moi. Enfin, écris-moi plutôt. Alors, j'ai l'impression que quand je change de webcam, ça fait planter certains d'entre vous. Donc, on va éviter de changer la webcam. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je fasse des partages d'écran. Parce que je vois, il y en a plusieurs qui sont déconnectés à chaque fois que je change de webcam. Est-ce que c'est bien le cas? Ouais, donc Akiane, je t'ai déconnecté. Je pense que quand je change de webcam, ça te fait déconnecter. Est-ce que c'était le cas? Ça te s'est déconnecté tout seul ou pas? Ouais. Ok. Donc, faut aussi que j'évite de changer à chaque fois. D'accord, d'accord. On va faire ça. Ah, ben, il y a plein de monde qui arrive. Parfait. Bonjour Lucas. Ok. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement faire des corrections d'exercices sur l'effet photoélectrique et les enjeux énergétiques. Le prochain cours, je vais commencer le cours sur les réactions nucléaires. Le problème, c'est que vous n'avez pas fait ce cours en seconde, vous n'avez pas bénéficié du nouveau programme. Et donc, je referai aussi le cours de seconde que vous auriez dû avoir. Il y a pas grand-chose. Je sais qu'en enseignement scientifique, vous avez également fait un peu de réaction nucléaire en première. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y aura encore des équations différentielles. Ok. Alors, donc, on va essayer de faire le partage d'écran. Donc, je vais déconnecter la webcam, simplement ne plus diffuser mes vidéos. Hop, partager mon écran. Donc, théoriquement, là, vous voyez mon écran. Et donc, on va commencer par l'exercice 26, page 543, qui est comment on calcule un rendement qui est dit quantique. Et on va définir ce rendement quantique par rapport à toutes les connaissances que vous avez. Donc, l'exercice consiste à éclairer la cathode d'une cellule photoélectrique. Donc, la cathode, c'est la borne positive, par une source lumineuse de longueur d'onde de 480 nanomètres, et on vous donne la puissance de rayonnement. Pour le potassium, je vous rappelle qu'on a, pour chaque métaux et chaque matériau, on a un certain travail d'extraction à apporter par énergie lumineuse de façon à pouvoir créer un courant électrique et établir justement cet effet photoélectrique. Donc les questions classiques, calculer l'énergie des photons, vérifier que l'extraction est possible, calculer le nombre de photons en une seconde, et enfin le nombre d'électrons extraits de la cathode en une seconde. Et à la fin, vous allez pouvoir déterminer votre rendement quantique. J'arrête le partage. Hop, et on remet la webcam. Alors, est-ce que la qualité de l'image est bonne ou est-ce qu'elle est très pixelisée aussi? Ça, c'est une question, de façon à ce que je vois comment je dois écrire avec quelle taille. Ok. Ah bah oui, c'est donc l'année dernière. Et je suis depuis chez moi, je ne suis pas depuis le lycée, donc on a une bonne connexion. Je vois que du noir, moi. Alors là, t'as un souci, Lucas. Euh, ok, si ça bouge, c'est pixelisé. Mais sinon, c'est pas ouf. Moi aussi, que du noir. Moi aussi. Comment ça, que du noir? Ça commence. Alors, le 26, page 543. Donc pareil, je sais que l'image pixelise quand il y a du mouvement, donc j'essaye de laisser du temps entre.
Et j'ai le bouquin en version papier, ça m'évitera. Alors, les informations qui vous sont données dans le texte. Première chose, on vous donne la longueur en onde du rayonnement qui est utilisé à 490 nanomètres. Ensuite, la puissance de votre rayonnement est à 4,50 10 puissance moins 7 watts. Et enfin, on vous donne le travail d'extraction nécessaire à apporter au métal, qui est du potassium ici. Donc, c'est pas un métal au final, mais à 2,29 électronvolts. D'accord. Première question. Calculer l'énergie des photons. Donc, énergie des photons. Alors, comment on calcule l'énergie d'un photon? Vous savez que un rayonnement électromagnétique propage une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence, de par le fait que E est égal à la constante de Planck multipliée par la fréquence du rayonnement utilisé. Et comme la fréquence, c'est pareil, on peut l'exprimer en fonction de la longueur d'onde, comme étant la célérité de la lumière divisée par la longueur d'onde. Donc hc sur lambda. Donc, tout ce que vous avez utilisé, c'est le fait que E est égal à hc sur lambda. Faisant l'application numérique, où est le piège? Alors, on va essayer d'interagir. Vous m'écrivez quel est le piège dans lequel il ne faut pas tomber là-dedans. Là-dedans. Bonjour mode. Alors, les unités et surtout, merci Maud, les électronvolts qu'il ne faut pas oublier de convertir en joules. Donc, H, toujours la même chose, 6,63, 10, moins 34, multiplié par C, on va prendre 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Et ici, bon, en fait, les électrons, on n'a pas besoin, c'est surtout ici les unités. Donc, 490 nanomètres, on convertit en mètres, donc c'est 10,9, 10 puissance moins 9. Où ai-je mis ma calculette? J'espère qu'il y a encore de la batterie. C'est ça que j'ai oublié de faire. Ouais, ça va le faire. Alors, calcul à effectuer. Donc, on a dit 6,63, 10 puissance moins 34. Bien entendu, je ne sais pas ce que je fais. Moins 3,18. Et tout divisé par 490, 10 moins 9. On se retrouve avec du 4, alors nombre de chiffres significatifs, 3, puisque la longueur d'onde est donnée à 3 chiffres significatifs. Donc on a du 4,06 10 moins 19 joules. 4,06 10 moins 19. Alors, est-ce qu'il demande, il précise l'unité ou pas? Non. Alors, vérifions que comment vous allez faire pour monsieur ça c'était le 25. Ah oui, je voulais faire le 25 de toute façon. On fait le 25. Ça en fait en plus, c'est toujours ça de fait. On fera le 26 après. Mais pas grave, ça en fait en plus. 4,06. Alors, est-ce que le travail d'extraction est possible? Et pourquoi? Comment vous rédigeriez?
Non, trop faible. Maud, justifie. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ici? Vous avez le travail d'extraction qui vous est donné et vous avez calculé une énergie. Exactement. Alors, soit vous convertissez l'énergie que vous avez calculée en électronvolts, vous la comparez au travail d'extraction en électronvolts, soit vous faites le contraire. Vous avez l'énergie, l'extraction en électronvolts que vous convertissez en joules, c'est mieux de travailler en électronvolts. Donc, extraction, possibilité d'extraction. Possibilité d'extraction. Donc là, on va simplement dire que l'énergie, pour la convertir en électronvolts, du 4,06 10-19 divisé par 1,60 10-19. Alors, le résultat que j'ai calculé avant, je divise par 1,6 10-19 et on trouve du 2,54 électronvolts. Donc, mode, je ne suis pas d'accord. Alors, et si c'est inférieur, bah, c'est impossible. Exactement. Donc là, est-ce que c'est inférieur? Non. Donc, vous avez bien que E qui est supérieur à phi, donc l'extraction est possible. Sous quelle forme d'énergie sera, donc les mouvements sont mis en mouvement, exactement, sous quelle forme justement d'énergie le surplus d'énergie va être transmis aux électrons? Parfait, très bien. Est-ce que c'est bon pour cette page? Je vais en consommer du papier, je crois. On va faire recto verso. J'attends. Donc après, il vous demande de calculer le nombre de photons reçus en une seconde. Quel bizarre. Bon, oui, en effet. Écoute, on ne peut pas tout avoir. Alors, Hugo, en effet, on va un peu détailler. C'est bon pour tout le monde, je peux tourner la page? Ah, attends, Hugo, ouais. Il est plus motivé en visio que mode. Non. Donc la question est, calculer le nombre de photons reçus en une seconde. Donc déjà, il faut se poser la question, comment on va relier le nombre de photons à ce qu'on vient de calculer? Ok, donc on y va. Question 2. Nombre de photons par seconde. Alors, comme disait Hugo, on veut trouver le nombre de photons. Et on connaît l'énergie de notre rayonnement. Et on nous donne également la puissance. Ce qu'il faut retrouver, c'est savoir que l'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée. Juste pour vous rappeler, pensez que sur un compteur électrique, on parle en kilowattheure. Donc c'est bien une puissance en watts multipliée par un temps. Donc l'énergie que vous lisez en kilowattheure, on peut la convertir en joules, ça on le fera après. Mais juste du point de vue dimensionnel, pour se souvenir que de cette formule, E est égal à P fois delta T, simplement pensez au kilowattheure. Donc vous avez une puissance multipliée par une unité. Donc cette énergie, elle va être égale à quoi au final? Alors, Hugo, on fait E sur E photon. Qu'est-ce que ça veut dire E sur E photon?
suis d'accord, mais pourquoi? Appliquer des formules bêtement, ça ne va pas. Je vais vous expliquer. L'énergie qui est fournie par votre rayonnement. Donc il y a une puissance pendant, on a l'énergie totale émise sur une seconde. Elle est proportionnelle à quoi l'énergie totale émise? Je suis d'accord. Maintenant, il vaut mieux l'expliquer, elle est proportionnelle au nombre de photons. Exactement. Vous savez que vous allez avoir n photons dans votre rayonnement et chaque photon va avoir une énergie E photon. Donc ce qu'on avait appelé avant, on aurait dû l'appeler E photon. Et donc au final, ce que vous pouvez dire, c'est que n va être égal à la puissance multipliée par delta t divisé par l'énergie d'un photon qu'on a calculé précédemment. Alors personnellement, j'aurais exprimé, j'aurais plutôt écrit, comme on nous donne lambda, on aurait pu faire une erreur de calcul sur lambda, sur E photon, pardon, on aurait pu écrire que c'était égal à P delta T lambda divisé par HC. D'accord? Bien entendu, bac, ils acceptent ça que vous utilisiez le résultat précédent. Donc quand on fait notre application numérique, n va être égal. Alors la puissance qu'il nous donne, elle est à 4,50 10 puissance moins 7 watts. On le fait pendant une seconde. Et on avait calculé l'énergie d'un photon, 4,06 10 moins 19. Alors bien entendu, le résultat que vous allez trouver, vous imaginez qu'il doit être quand même assez grand. Vous n'allez pas avoir deux ou trois photons. On n'est pas dans des petits des comptages de photons uniques, on appelle ça. 10 moins 19. Et je trouve 1,11 10 puissance 12 photons. Alors, il me manque encore 3 personnes. Alors, oui, tu pourras. Je lis juste la question d'abord. On est à la 3. Sachant qu'on obtient une intensité I de 2 10-8 ampères parce que tous les électrons sont arrachés à la cathode. Ok, calculer le nombre d'électrons extraits. Alors, donc là, on va chercher nombre d'électrons extraits. Je vais l'appeler NE. Alors, Hugo, vas-y. À l'oral. Attends, je te laisse. Faut que je te trouve. Tiens, t'as accès au micro. Branche ton micro, voir si ça marche. Enfin, si t'as un micro. Ah bah non, il fallait surtout pas qu'il branche le micro, ça l'a montré. Ouais, donc je vous donne pas la parole. Il y a quand même des trucs qui me plantent encore sur ce truc. On va attendre que Hugo se reconnecte. Ouais, donc Hugo, on te donne pas la parole parce qu'apparemment ça fait ça te fait planter. Donc, ok, tu nous disais que Q est égal à I fois delta T. Je suis d'accord. On peut partir du fait, moi je préfère partir du fait que l'intensité c'est la charge divisée par l'espace, l'espace temporel qu'on utilise. Ça revient exactement au même. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais? À quoi est égale la charge?
Allez. Oui, mais je m'en fiche de ce que tu me dis, ce que tu as trouvé. Le but, c'est de me dire comment tu l'obtiens. Alors, Romain, la charge 1,610-19, ça c'est la charge élémentaire, c'est la charge de un proton. Donc, un électron, ce serait moins 1,610-19 coulombs. Maintenant, l'intensité, elle est égale à une charge totale qui traverse un circuit par unité de temps. Voilà, c'est la charge totale. Comment vous obtenez la charge totale pour un nombre d'électrons Ne? C'est-à-dire, comment je peux réécrire cette expression? Exactement. Donc, le nombre d'électrons Ne, multiplié par la charge élémentaire E. Alors, c'est vrai, il faudrait mettre un signe moins, mais là, on considère simplement toutes les grandeurs positives. Et on divise par delta T. Et donc, au final, vous trouvez que Ne, ça va être I delta T divisé par la charge élémentaire. Est-ce que ça va? Pas trop rapide pour toi. Application numérique. On dit que Ne. Alors, on nous donne une intensité de 2 10-8 ampères, 2,0010-8 ampères. On fait ça sur une durée de 1 seconde. Et la charge élémentaire 1,60 10-19. Et on se retrouve avec alors, 2 10-8 divisé par 1,610-19. J'ai du 1,25 10 puissance 11 électrons. Et enfin, il vous demande juste de calculer le rapport quantique. Donc pour le rapport quantique, en fait, chaque photon ne va pas être transformé. Du coup, Laura n'arrive pas à venir, elle n'a pas d'ordinateur pour sur la. Oui, bah, elle aura le cours en visio. Donc, je voulais mettre rendement quantique. Donc, sur la feuille, on va économiser. Donc, on dit juste que le rendement quantique, qu'on va appeler état, c'est le rapport entre le nombre d'électrons extraits et état. Ouais, toujours. Le rendement toujours état. Donc, le nombre d'électrons extraits qui est forcément inférieur au nombre de photons qu'on avait au départ. Donc, on dit juste que c'est Ne sur N. Donc, on va avoir du 1,25 10 puissance 11 divisé par 1,11 10 puissance 12. On voit qu'on a un rapport, je pense, à peu près de 10%. 1,25 10 puissance 11 divisé par 1,11 10 puissance 12. On se retrouve avec du 11,2% de rendement. 11,3, oui, tu as raison pour les arrondis. En effet. Est-ce que c'est bon pour cet exo qui n'était pas censé être fait, mais bon voilà, je me suis planté, donc on le fait quand même. Des questions? Vous trouvez ça facile? Alors, on fait le 26, donc sur un nombre de panneaux solaires. Ça, c'est vachement relié aussi avec ce que vous faites en enseignement scientifique, normalement.
Est-ce que je peux enlever la feuille? Ouais, de loin. En effet. Après, ça dépend si vous avez un prof de physique ou pas en enseignement scientifique. Alors, j'enlève ça. Et on fait l'exercice 26 de la page 543. Alors, quel est-il? Un panneau solaire fournit une puissance électrique de 180 watts. Son rendement, il est à 13%. Quand l'irradiance, c'est-à-dire le flux du rayonnement surfacique, donc qu'est-ce que c'est que le flux du rayonnement surfacique? C'est l'énergie, c'est la puissance par unité de surface. D'accord? Donc l'irradiance, il y a note phi. On va dire que c'est la puissance lumineuse, que je vais appeler Pélux, divisé par S. Okay. Vous pouvez le retrouver à partir de l'unité, hein, puisqu'on vous dit que c'est 1 kW par mètre carré. 1 kW par mètre carré. Voilà ce qu'on a. Et donc justement, petit 1, calculer la puissance lumineuse reçue. Calcul de Pélux. Ah, il y a un piège. Alors, on peut la noter comme tu veux, hein, il n'y a pas de règle. Les unités. Pas tellement. Exactement. Le rendement, on part toujours de ça, c'est la puissance utile sur la puissance qui est reçue. Exactement, tout bête. Vous partez de la définition même du rendement, que c'est alors, notez toujours que c'est la puissance utile sur la puissance reçue. Maintenant, à vous d'identifier à quoi correspond la puissance utile et à quoi correspond la puissance reçue. Ben, la puissance reçue, c'est la puissance lumineuse. Et la puissance utilisée, c'est la puissance électrique qui va être fournie par votre panneau solaire. C'est le photovoltaïque. Donc au final, ça vous permet simplement de dire que Pélux est égal à la puissance électrique fournie divisé par le rendement. Utile, c'est celle qui est délivrée, exactement. Reçue, c'est celle qui est reçue. Alors après, ça va dépendre si on fait des grandes chaînes énergétiques. Mais c'est pas trop au programme, on n'en fera pas. Alors, PE est à 180 watts, on a un rendement de 13%, donc on fait simplement 180 divisé par 0,13, divisé par 0,13, et je me retrouve avec 1, donc on a deux chiffres significatifs, 4, 10 puissance 3 watts. Vous pouvez exprimer en kilowatts si vous avez envie, 1,4 kilowatts. 13,8 10 puissance de watts. Oui, c'est pareil. D'accord. Favoriser l'écriture scientifique. En déduire la surface S du panneau solaire. Surface S. Comme vous avez l'irradiance qui vous est donnée, et que intelligemment vous avez analysé les unités, et vous savez que l'irradiance, c'est la puissance lumineuse qui est fournie par le Soleil, qui est reçue au final, divisée par la surface. Donc au final, exactement, comme phi, c'est la puissance lumineuse qu'on vient de calculer sur S, vous pouvez simplement dire que S, c'est la puissance lumineuse divisée par l'irradiance.
Donc, ah, attendez, ça sonne. Je reviens. Ah, désolé. Compliqué. Alors, S, on a été où? Pélux, on en est à 1,4 kW divisé par 1 kW par mètre carré. Je peux tout laisser en kilowatts, hein, vu que l'irradiance est donnée en kilowatts par mètre carré, et mon résultat sera en mètre carré. Exactement. Donc, 1,4 sur 1, voilà, je suis bête, c'est 1,4 mètre carré. Ok, merci. La sollicitude me touche. Alors, troisième et dernière question. Déterminer le nombre de panneaux et la surface totale d'installation. Donc, nombre de panneaux, N, et la surface totale d'installation. Pour ce qu'ils veulent réaliser une installation photovoltaïque qui fournira une puissance électrique de 2,1 kW à l'aide de ce type de panneau. Comment on fait? Alors, on fait, Enzo, du raisonnement. Le nombre de panneaux, il va être égal à quoi? Soyez plus simple. Vous voulez une puissance électrique une puissance électrique totale, d'accord? Comment vous pouvez exprimer cette puissance électrique totale par rapport à la puissance électrique fournie par un panneau? Soyez simple, hein, toujours la même chose. Restons le plus simple possible. P panneaux fois N. Exactement, donc c'est N fois ce qu'ils ont appelé PE. Donc au final, votre N, c'est tout bêtement la puissance totale désirée divisée par la puissance électrique fournie par un panneau. Donc, quand on fait notre application numérique, on se retrouve avec un N. Donc P total, ils veulent une puissance de 2,1 kW, 2,1 puissance 3, et un panneau vous fournit 180 watts. D'accord, je comprends. 2,1 10 puissance 3 divisé par 180, et on se retrouve avec 12 panneaux. Et pour avoir la surface, comme chaque panneau fait à une surface S de 1,4, vous allez avoir S total, c'est N fois grand S, donc 12 fois 1,4. Ça vous fait une surface totale de 16,8 mètres carrés. Alors, ok, je sais toujours pas d'où il sort. D'où il sort quoi? N. N, tu dis juste c'est ton nombre de panneaux. Que tu veux savoir, que tu veux calculer. C'est toi qui le définis, hein, tu aurais pu l'appeler Toto. C'est bon pour cet exo. Là, on est encore dans des exos simples. Alors après, j'avais prévu le 30. Alors, un petit peu plus complexe. Je vous laisse le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez fini de noter? Donc, pour éviter les bugs, je ne vais pas éteindre la caméra et partager l'écran. Je le ferai vraiment si on a besoin pour que je vous montre des choses bien précises. Je vais reprendre, je referai les schémas sur ma feuille au fur et à mesure. Donc, ce sera moins propre que ce qu'il y a sur votre livre, mais ah, ça évitera les déconnexions et les bugs. C'est bon pour tout le monde?
Allez hop, il n'y a pas d'opposition, je tourne. Donc là, on va faire un objectif bac qui est l'exercice 29 de la page 545. Alors, là, on va reprendre des notions de mécanique de base sur les champs électriques, faire un bilan de force, etc. Alors, comment ça fonctionne? C'est une cellule photoélectrique de type effet photoélectrique. On a une cellule dans laquelle on a une cathode en sodium, une anode qui va pouvoir recevoir l'électrique. On y applique une certaine tension et on mesure le courant électrique qui est débité à l'aide d'un ampère. On illumine notre photocathode par un rayonnement lumineux. Là, on a l'anode, là, on a la cathode. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc là, j'ai simplement remis le schéma. L'expérience consiste à éclairer la photocathode par un rayonnement de longueur d'onde de 430 nanomètres. Donc là, votre longueur d'onde, votre rayonnement, il est à 430 nanomètres. Des électrons sont émis dans toutes les directions avec une vitesse V0. On obtient une tension d'arrêt à 0,49. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette tension d'arrêt. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce schéma. En fait, vous allez avoir des électrons qui vont être émis par effet photoélectrique à cause du rayonnement. Il y a un champ électrique uniforme qui s'établit. Et donc, on les a placés dans un condensateur plan. Donc, un condensateur plan, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un champ électrique uniforme qui s'établit. Et donc, des électrons, des charges qui sont à l'intérieur de ce condensateur, ben, ils vont subir une force électrique qui va être égale à la charge du porteur de charge, donc là ça va être des électrons, multiplié par le champ. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Des électrons vont naturellement aller être extraits et donc créer un courant électrique. Maintenant, si on arrive à créer une force contraire, on va pouvoir empêcher ce phénomène et donc on va pouvoir mesurer à quel moment on arrive à annuler exactement l'effet photoélectrique. Et donc ça va nous permettre justement de remonter par exemple à la fréquence seuil au travail d'extraction du sodium. C'est exactement comme ça qu'on va faire des mesures de travail d'extraction pour différents matériaux. Donc le but c'est de trouver quelle est la valeur du travail d'extraction de ce matériau qui est notre sodium. Donc là ça va être bien détaillé. Première chose qu'on vous demande, c'est de faire un bilan des forces. Alors, avant de faire même le bilan des forces, comme on fait un peu de mécanique, qu'est-ce qu'il faut faire? Et même avant, exactement, le système. Quel est le système étudié? Un électron. Très bien. On va étudier un électron qui est situé entre les armatures de notre condensateur. Le référentiel, c'est classique, hein. On utilise quoi? Alors, terrestre supposé galiléen. Parfait. Terrestre supposé galiléen. Et maintenant, vous pouvez faire le bilan. Et vous avez le droit de faire quelques approximations. Pardon, mais c'est vrai, j'ai pas du mal. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur l'électron?
J'aime pas quand vous dites gravité. Voilà, merci Romain. Je préfère qu'on parle de poids. Ou alors, vous dites la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'électron, qui correspond au poids, et la force électrostatique, qui est la force due au champ électrique qui agit sur une charge. La gravitation, c'est simplement le poids, qu'est-ce que c'est? C'est la force qui est exercée sur une masse qui rentre dans le champ gravitationnel terrestre. Donc, bilan des forces, on a le poids de l'électron, donc c'est son interaction avec le champ gravitationnel, et on a Fe, la force d'attraction, la force électrostatique, qui est due à l'interaction de la charge de l'électron avec un champ électrique. Champ électrique qui est créé artificiellement dans les armatures de notre condensateur. Alors, justifier que l'on néglige le poids P devant la force électrostatique. Comment vous faites? Ouais, comme ça, cache-pistache, vous me faites le truc. Il faut le prouver, les petits. Voilà, fait plein de fois. Alors, Maud, je suis d'accord, P est très inférieur à FE. Comment on le prouve? Exactement, merci Mathilde. On fait le rapport entre les deux. Alors, en général, on fait le rapport entre le plus grand divisé par le plus petit. Comme ça, on va trouver un nombre en taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le plus grand, ça va être FE. On va calculer la norme de FE divisé par la norme du poids. On l'a pas déjà fait plein de fois, ce truc? Je crois que oui. La norme de FE, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être la charge multipliée par la valeur du champ. Et le poids, c'est simplement M. Donc on va obtenir le 1,6 10-19, ils prennent combien ici? 1,60 10-19. Le champ électrique, il ne donne pas. Il ne donne rien. Hein. Bah oui, on ne peut pas le calculer, on n'a même pas la tension. Si on a la tension, ouais, il nous manque des trucs. Je sais pas, on va faire quelques approximations. Alors, sauf que si on connaît sa valeur, on sait que le champ électrique, comment on trouve la valeur du champ électrique à l'intérieur d'un condensateur? Non, non, faut pas admettre. Donc ça, c'est du problème de première. La valeur du champ électrique en fonction de la tension aux bornes du condensateur et de la distance entre les armatures. Exactement. Alors pourquoi? C'est juste U sur D. Simple. En plus, c'est écrit dans le document 2 du bouquin. Donc vous dites juste que E, ça c'est U sur D. Et là, Maud va me dire, oui, mais je ne sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Donc on a une tension d'arrêt de 0,49 volts. Bon, allez, on est à peu près. On va voir ce qui se passe pour quelques volts. 1 volt. M, un masse d'un électron 9,11 10-31. G 9,81. Qu'est-ce qu'on prend pour D, la distance entre les plaques? Qu'est-ce qui est en électron-volt? Non.
Eux, là j'ai pris la tension. Ils nous disent qu'on a une tension d'arrêt à 0,49 volts. On aurait pu prendre 0,5, on prend 1. C'est une des tensions spécifiques. Si vous voulez, on prend 0,49. Pas de problème, ça reviendra. C'est pas trop grave. Par contre, D ne vous est pas donné. Alors qu'est-ce que vous allez prendre pour D? Et c'est là que je voudrais que votre sens physique et votre logique apparaissent. Si on en a. Mais oui, vous en avez. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme valeur pour D? Typiquement, en fait, vu qu'il n'y a rien qui est donné, à vous de faire une hypothèse. Est-ce que, par exemple, non, 430 nanomètres, c'est la longueur d'onde. Vous n'êtes pas logique. D, ça représente quoi? Oui, une distance, fort heureusement, mais quelle distance? Expérimentalement, c'est quoi? C'est ça maintenant que vous arrivez à faire. Vous savez manipuler les formules et tout. Exactement, Alice. C'est la distance entre la cathode et l'anode, sur les deux armatures. Est-ce que vous pouvez me dire que la distance, vous vous rendez compte quand même que dire que la distance entre les deux armatures c'est 430 nanomètres, ça n'a aucun sens. Expérimentalement, vous pouvez prendre quoi? 10 centimètres, ça me va. D'accord? L'ordre du centimètre, ça me va. On va prendre ce que la valeur qu'Alice a dit. Allez, 10, 10 moins 2. Et on calcule. Vous voyez, pour le grand oral, c'est ce genre de truc qu'on ne veut pas nous sortir. Des aberrations parce que ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi sur sur le phénomène en lui-même. Alors 10, 10 moins 2, boum, et là je trouve du 8, 10 puissance 10. Conclusion, exactement. Et même, vous auriez pris 1 mètre, ça aurait changé grand-chose pour la distance B. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si D, je me serais planté, j'aurais pris 1 millimètre ou j'aurais pris 1 mètre? Voilà. Non, ça aurait pratiquement rien changé. Au final, exactement. Vous auriez montré, quoi qu'il arrive, vous auriez 8 10 puissance 8, ou vous auriez pu avoir du 8 10 puissance 12, quoi qu'il arrive. Et donc, vous pouvez négliger le poids devant la force électrostatique. Donc ça, c'est une démonstration qui est super classique au bac, hein. Donc par la suite, on néglige toutes les forces, à l'exception de la force électrique notée F. Alors, toutes les forces, c'est vrai qu'il n'y a pas de force de frottement. On reste là-dessus. Est-ce que je peux changer de page? Et en fait, s'il y a personne qui dit non, je le fais. Alors, je le fais. Donc là, il nous demande en deux, sur un schéma, représenter le tube à vide avec l'anode et la photocathode, le vecteur vitesse. Donc là, il nous demande juste un schéma. On va faire les choses un peu propres. On va faire notre photocathode. Donc là, on a la cathode. Et là, on a l'anode.
Comment est dirigé le champ électrique? Alors déjà, la vitesse des électrons. On va déjà faire la vitesse des électrons. Donc, on a un rayonnement qui touche la cathode, d'accord? Alors ça sera vrai pour après, Romain, en effet, mais on va le déduire. Ce rayonnement, il extrait sur cette cathode des électrons. Donc ces électrons vont se diriger vers où? Alors c'est vrai que dans le texte, ils vous disent quoi? C'est des électrons sont émis dans toutes les directions avec une vitesse V0. Alors, en effet mode, de la cathode vers l'anode. Ça, c'est si justement on n'a pas d'anode. On cache l'anode. On éclaire notre cathode, notre photocathode, donc notre sodium, avec un rayonnement. Ben, ça va émettre des électrons dans toutes les directions. Le fait de mettre une anode et de créer un champ électrique, ça va favoriser la direction. Ça va forcer les électrons à aller dans un sens bien particulier, aller vers l'anode. Donc, en fait, vos électrons vont avoir une vitesse, une V, qui est dirigée de la cathode vers l'anode. Première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent? La force électrique Fe. La force électrique. Nous, le but, c'est justement, l'expérience, c'est de faire quoi? On crée une tension entre la cathode et l'anode, donc on crée un champ électrique, de façon à obtenir une tension d'arrêt, c'est ce U0 que l'on obtient, pour 0,49 volts. Et on vous dit que la tension d'arrêt correspond à la valeur de la tension pour laquelle les électrons arrivent avec une vitesse nulle sur l'anode. Donc, forcément, comme nos électrons sont émis avec une certaine vitesse vers la droite, ils arriveront à l'anode si on ne place pas de tension, on ne crée pas un champ électrique entre la cathode et l'anode, alors ces électrons vont arriver avec la même vitesse vers l'anode. Le fait de créer un champ électrique, au bout d'un moment, avec cette tension de 0,49 volts, on arrive à ce que la vitesse des électrons, quand ils arrivent sur l'anode ne soit plus élevée, mais elle passe à zéro. Qu'est-ce qui a pu faire que la vitesse des électrons est diminuée? Alors, j'aime pas de dire que la tension, c'est pas propre de dire que la tension va dans le sens opposé. Il n'y a pas de perte d'énergie. L'énergie, il y aura un changement énergétique, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de dissipation, mais on va avoir un transfert d'énergie quelque part. Mais là, ce que je vous demande d'expliquer, c'est simplement le fait, pourquoi est-ce qu'au départ, les électrons ils vont avoir une certaine vitesse, et quand on applique cette tension de 0,49 volts, quand ils arrivent à l'anode, ils ont une vitesse nulle. Comment on peut le faire? Du point de vue mécanique. Vous avez une voiture qui fonce dans un mur. On va prendre une voiture. L'anode, c'est le mur. Si la voiture file à une vitesse V et qu'il n'y a rien qui s'oppose à son mouvement, bah, elle va rentrer dans le mur, elle va exploser. C'est pas encore ça. Votre voiture, pour pas qu'elle aille dans le mur, qu'est-ce que vous faites? On freine. Exactement. Donc, créer un freinage, faire du freinage, qu'est-ce que ça crée sur votre voiture? Qui est comment? La résistance, une force. Donc, et cette force, elle est, j'aime pas le terme ralenti, c'est une force de frottement, oui. C'est une force mécanique qui est exactement, Mathilde, qui est opposée à la vitesse, qui est opposée au mouvement.
La force de frottement va aller dans ce sens. Maintenant, imaginons, on n'est pas sur une voiture, on a des électrons qui arrivent à une belle énergie cinétique, donc avec une grande vitesse, et on veut qu'ils arrivent avec une vitesse nulle. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on leur applique une force qui est opposée à leur déplacement. Oui ou non? C'est ça maintenant que j'aimerais que vous arriviez à raisonner. Donc, cette force on ne va pas parler de force de frottement, la force électrique que l'on génère est forcément opposée au mouvement des électrons. C'est clair ou pas? Et ça, vous le justifiez. Fe opposé à V, car on veut ralentir, donc comme a dit Lucas, ralentir les électrons. Donc, on doit leur soumettre une force opposée à leur mouvement. Opposée à leur mouvement. C'est clair? Des questions? Ok. Dernière chose, il vous demande aussi de représenter le champ électrique. Pareil. V, j'ai compris, mes électrons sont unis. Fe, je le déduis de V. E, je vais le déduire de Fe. Comment? Alors, quelle idée? Comment est-ce que vous allez déduire du sens de la force électrique le sens du champ électrique? Faux. Alors, justement, Maud, tu parles d'une expression numérique au final. Donc, tu me parles d'une expression scalaire. Il faut partir d'une expression vectorielle. Et vous savez que d'après ce que vous avez appris en première, Fe, c'est égal à la charge multipliée par le champ électrique. D'accord? Quelle est la charge de l'électron? Donc vous la notez, moins la charge élémentaire E, multipliée par le champ électrique E. Qu'est-ce que vous en déduisez de cette relation? Que Fe est égal à moins petite fois. Exactement. Fe et E sont opposés. D'où, au final, que votre champ électrique est E. Et d'ailleurs, le champ électrique est toujours dirigé vers la cathode carrée. Et puis vers le haut. Comment ça, il l'a dit à 5 minutes? J'ai pas vu. Dans le sens opposé de. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas vu. Bravo Enzo. Désolé. Ça va, Hugo est le protecteur de la classe. Alors, écoute, ça c'était quand on était à la tension d'un. Parfait. Exprimer le travail de la force électrique. Travail. Ça fait longtemps. Donc le travail de la force électrique, on a le W de F. Comment est-ce qu'on calcule le travail d'une force?
Oh mon Dieu, quelle horreur! Maud. Alors, ça, c'est l'expression numérique directe, l'expression générale d'un travail, du travail d'une force. Ok, en termes scalaires. Donc, vous dites que le travail de la force électrique, donc on va le dire sur AB, entre deux points. Ces deux points, ça va être quoi? Bah, ça va être le départ de la cathode et l'arrivée à l'anode. AB est là. On dit juste que c'est la force électrique scalaire AB. Cette force électrique, on a dit que c'était égal à moins E fois le champ électrique. Voilà. E, E, scalaire AB. Ensuite, si la distance AB, j'appelle ça petit d, la distance entre les armatures, qu'est-ce qu'on peut maintenant finalement écrire? E, le vecteur E et le vecteur AB, ils sont comment l'un par rapport à l'autre? Même direction, d'accord? Donc c'est vrai que le cosinus, comme tu nous avais dit Romain tout à l'heure, c'était la force fois AB fois le cosinus de AB, entre les deux, entre la force et AB. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le cosinus? Quel est l'angle entre E et AB? Zéro. Et le cosinus de zéro, c'est Romain, je te tue. Hugo, Hugo, je te tue aussi. Voilà. 1. Cosinus de zéro, c'est 1. Merci, Lucas. Donc, ce qu'on va avoir, c'est moins E U sur V, puisque la norme du champ électrique, c'est la tension appliquée entre ces bornes, les bornes du condensateur, divisée par la distance entre les armatures. AB, c'est simplement B, cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est... Donc les D se simplifient, et vous avez juste à dire que W de AB, FE, c'est moins E U. Mon chat dans mon PC. Alors, cette excuse. Alors, donc là, comme on est tout le temps à la tension d'arrêt, bon, je le laisse tel quel. Ils vous disent juste exprimer le travail, on ne vous demande pas de le calcul. Est-ce que ça va? Pas de questions? Après, on va passer à la relation qui existe entre l'énergie cinétique et la tension d'arrêt. C'est quoi les CO? C'est cosinus de zéro. Puisque ça, tu peux dire que c'est égal à la norme de FE multiplié par la norme de AB multiplié par le cosinus de l'angle entre F et AB. Et comme F et AB sont dans la même direction et de même sens, l'angle entre les deux est 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Norme de FE, on a vu que c'était E U sur D. Norme de AB, bah, c'est juste D. Je peux tourner la page?
Alors, donc en 4, il vous demande la relation entre l'énergie cinétique. Relation EC et la tension d'arrêt. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, au départ, ici, on extrait des photons avec une certaine énergie. Donc, ils acquièrent une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, ça leur permet justement d'arriver jusqu'en B. Et en B, quelle est leur vitesse? C'est ce qui nous est dit, hein, la tension d'arrêt. Alors, on va faire dans le cas général. On ne va pas le faire justement juste à la tension d'arrêt. Après, on va l'appliquer à la tension d'arrêt. Dans la règle générale, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. C'est quoi le théorème de l'énergie cinétique? La variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces qui s'exécutent sur ce système, qui s'exercent sur ce système. Donc ici, on va simplement dire que 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré, il n'y a qu'une seule force qui travaille, c'est la force électrique. Or, on a vu la question d'avant, le travail de la force électrique est moins EU. Donc on a 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré égale à moins E. Alors c'est vrai, comme ils veulent l'énergie cinétique, on aurait dû dire ECB moins ECA égale moins E. Or, à la tension d'arrêt, qu'est-ce que vous pouvez dire sur une des grandeurs d'une des formules ici? Qu'est-ce qui se passe à la tension d'arrêt? Laquelle de vitesse? Exactement. BB égale 0. Donc ECB égale 0. Donc il ne reste que ECA. EC au final, c'est juste E fois 0. La vitesse, calcul de V0. Alors, bah là c'est facile maintenant. On va utiliser le fait que 1 demi de mv0 carré est égal à u0. Donc, v0 est égal à quoi? Racine. Et non, Igor. D'accord, il y a la racine. E2 passe en haut. 2 EU0. Et le m, comme il est multiplié, quand on passe de l'autre côté, il est divisé. Divisé par m. Et ils veulent qu'on la calcule. Donc, calculons-la. 2 fois 1,70 moins 19. On a une tension d'extraction à 0,49. Et la masse d'un électron est de 9,11 10-31 kg. Alors, racine de 2 fois 1,6 10-19, 0,49, divisé par 9,11 10-31. Et je me retrouve avec du 4,1 10 puissance 5 mètres par seconde.
Donc on n'est pas en relativisme, puisqu'on est quand même assez loin de la vitesse de la lumière. Donc les calculs de mécanique classique fonctionnent. Ok. Donc là, on sait quelle est la vitesse d'extraction de nos électrons. Donc la tension de seuil nous a permis de calculer cette vitesse. Maintenant, ce qu'ils nous disent, calculer l'énergie des photons incidents. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Et comment on fait? Donc là, on va mettre le photon. Comment on calcule l'énergie d'un photon? Ah non, le photon ou l'électron, je ne vois pas ce que c'est. H bizarre. H nul. Donc l'énergie d'un photon, c'est H nu. Et c'est donc aussi Hc sur la longueur d'onde. Donc E, ce qui nous donne, c'était la longueur d'onde. Donc on y va. Le photon, ça va être de 6,63 10-34 multiplié par 3,0018. La longueur d'onde qui nous est donnée, on travaille à 430 nanomètres. Et on calcule. 6,63 et 10-34 fois 3,18 divisé par 430 19. Et je me retrouve avec du, je me trompe dessous, 4,63 10-19 joules. Même si ce n'est pas demandé, prenez l'habitude, convertissez-le en électronvolts, divisé par 1,6 10-19. On se retrouve avec 2,89 électrons. C'est plus facile à manipuler. Alors, je ne vous le fais pas, c'est pas grave. Je disais que l'énergie d'un électron, c'est l'énergie du photon après extraction. L'énergie d'un électron, c'est l'énergie du photon après extraction. Pas tout à fait. Ah oui, après extraction. Donc, il faut que tu considères aussi que quel est le travail d'extraction. Et c'est là, en fait, l'énergie d'extraction, elle est enlevée à l'énergie d'un photon. Et le reste de cette énergie de photon, donc le reste de l'énergie de photon, va être transmise en énergie cinétique. Donc justement, calculer l'énergie des photons incidents, ça c'est fait. Et calculer maintenant le travail d'extraction. Donc 7 travail d'extraction. Qu'est-ce qu'on sait? Oui, on va considérer que c'est le cas puisqu'on observe. On a bien que l'énergie d'un photon, ça va être le travail d'extraction plus l'énergie cinétique qu'on avait calculé avant. Et donc au final, vous dites que phi, c'est l'énergie d'un photon que vous avez calculé, moins, ouais, qu'est-ce que je dis? Et d'après la relation de la question 4, vous pouvez dire que phi, c'est l'énergie d'un photon qu'on a calculé avant, moins E0. On calcule, et on va trouver qu'on a 4,63 10-19, moins 1,6 60 10-19, multiplié par 0,49, et au final, on a un travail d'extraction qui va être de 4,63 10-19.
de 3,85, 10 moins 19 joules, c'est-à-dire 2,40. Vous n'entendez plus? Non. C'est moi qui parlais plus, c'est tout, Léo. Et donc, il nous demande la fréquence seuil, mu 0. Donc, phi, c'est juste égal à h mu 0. Donc, mu 0, c'est votre travail d'extraction. H. Et il nous reste, vous ne voyez pas, je trompe, que mu 0, ça va nous donner du 3,85 10 moins 19 divisé par 6,63 et 10,34. Donc, ce que j'ai calculé là, le 6,63 et 134. Et je trouve du 5,80 10 puissance 14. Remonter ou redescendre? Ah, ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a 30, 31, lequel on a? Ouais, l'effet Compton, c'est un truc à connaître. Le 31, ouais, puis après on sera bien. J'avais prévu quoi aussi? 544, c'était quoi celui-là? Non, ouais, où? Il y a tout le monde qui fait des visios, donc ça plante en ce moment, c'est logique. J'ai la mauvaise cam. Vache, c'est rien, c'est reparti. Il y a tout le temps de revenir. Merci Hugo. Oui, puissance 14. Alors attends, parce que je reprends tout. Là, j'ai perdu mon stylo, bien entendu. Je suis en train de dire que j'écris mal. Donc je sais pas où ça a craché. J'étais en train de vous dire quoi?
Vous avez dit, j'avais mis en optionnel le 5 page 580, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'on n'a pas encore fait le cours sur l'atténuation sonore. On a presque fini le programme. Il nous reste encore 3 ou 4 chapitres. Bon, ça va, ça crache plus là. Alors, on fait l'effet Compton. Ah ouais, mais j'ai une connexion toute pourrie, moi, maintenant. C'est moi qui avais une connexion pourrie, là. Ah, si même chez moi, j'ai plus de connexion. Donc, bah, la fibre, ça marche, hein. Eh, on a moins de problèmes que quand on est au lycée, déjà. Bon, allez, on finit l'effet Compton et on s'arrêtera là. D'accord? Celui-là qui est important, le 31, on n'aura pas le temps de faire les deux. Et comme ça, jeudi, on attaque un cours de chimie. Et quand on se retrouve, si on se retrouve un jour en présentiel, je vous ferai enfin, une petite interro, hein. Ouais, ça va se faire. Allez hop, tourne. Et là, on fait le 30, page 546. Bon, je vous remonte. Alors, l'effet Compton, phénomène découvert par Arthur Compton en 1923. Alors, quand est-ce qu'on l'observe? C'est ce qu'on a un photon qui est à haute énergie, qui rentre en collision avec un électron. C'est typiquement de l'interaction entre la lumière et la matière. Donc, on va voir qu'on peut étudier l'effet Compton du point de vue corpusculaire, donc en considérant les photons comme des corpuscules de la matière. Et on peut aussi étudier l'effet Compton en étudiant aussi bien les photons que les électrons comme des composés ondulatoires, comme des ondes. D'où le terme de dualité onde-corpuscule. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors le but, c'est qu'on a un électron, qui est ici, qui au départ, il est au repos, donc ça c'est notre état initial, et un photon qui arrive ici. Et ce photon a une longueur d'onde lambda, et il va rentrer en collision avec l'électron. Qu'est-ce qui va se passer? Donc notre état final, la vitesse au départ de l'électron, on la considère nulle, même si ce n'est pas possible, simplement pour visualiser la situation et simplifier surtout nos expressions mathématiques. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on considère l'axe, la direction de propagation du photon, je fais en pointillé ici, à la sortie, le photon va partir dans une certaine direction et l'électron va lui aussi partir dans une autre direction, avec chacun des angles particuliers. Alors dans le bouquin, ils appellent l'angle par rapport à la direction de propagation du photon de départ, l'angle que fait l'électron, on va noter alpha, et l'angle que fait le photon en sortie, on va noter θ. Et ce qui est donc l'électron va avoir une vitesse v' qui va être différente de 0. Et ce qui est intéressant de voir en fait, c'est que la longueur d'onde du photon de sortie, ici, ne sera pas la même que la longueur d'onde du photon d'entrée. C'est toujours le même photon, mais il n'a pas la même longueur d'onde. Est-ce que intuitivement, vous pouvez me dire pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un lambda prime ici qui va être différent de la longueur d'onde d'origine? Il n'y a pas d'extraction de photoincident. Je vois ce que tu veux dire, c'est mal dit. Simplement le fait pourquoi les longueurs d'onde sont différentes. Alors c'est vrai que la longueur d'onde et l'énergie sont identiques. Il y a un terme énergétique qu'il va falloir prendre en compte.
Quel est le type de transfert d'énergie qui se fait en fait? Perd, le photon incident perd de son on récupère en électron, on récupère. C'est super mal dit, hein, tu t'en rends compte. Mais l'idée est là. Donc l'ensemble, au départ, le photon a une certaine énergie, l'électron n'a pas d'énergie. En sortie, comme l'électron va être dévié, va être mis en mouvement, ben, il acquiert une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, il ne peut pas l'acquérir de n'importe où. Forcément, c'est le photon qui lui a transmis une partie de son énergie. Et comme il lui a transmis une partie de son énergie, ben, l'énergie du photon de sortie, elle, a baissé. Comme l'énergie du photon a baissé, qu'a fait sa longueur d'onde. L'énergie du photon, oui, voilà. Donc, la longueur d'onde de sortie, elle va être comment par rapport à la longueur d'onde d'entrée? Elle est plus grande, puisque l'énergie du photon, elle a diminué. C'est exactement tout ce qu'ils veulent dire dans cet énoncé, je pense. Alors, première question, on va rester sur des concepts assez simples. Expliquer en quoi l'interprétation de Compton prouve la nature corpusculaire de la lumière. Nature corpusculaire de la lumière. J'ai mis des morceaux d'oreille. Alors, comment vous justifieriez le fait que l'effet Compton est une preuve que la lumière a un aspect corpusculaire? Et pourquoi elle ne pourrait pas? Ça ne me va pas comme justification, Enzo. Quel type de considération on fait là quand on trace ces schémas? Parce qu'en plus, Enzo, tu me dis si elle était juste une onde, elle ne pourrait pas interagir avec un électron et l'arracher. Alors qu'on est justement dans le terme interaction onde-matière. Par rapport. Oui, on ne considère pas la lumière comme une onde dans ce cas-là. Mais justement, pourquoi est-ce que cette expérience prouve que la lumière possède également un caractère corpusculaire et pas uniquement ondulatoire? Alors, on va simplement dire que l'effet Compton s'explique grâce à quel type de règle? Thermodynamique, chimique, mécanique, relativiste. Exactement. C'est de la mécanique. Mécanique énergétique, hein, je vous le dis, à des règles mécaniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère, en considérant la collision entre deux particules. Si je n'avais pas considéré la lumière comme étant une particule, je n'aurais pas pu dire qu'elle collisionne avec un électron. Donc toutes mes considérations mécaniques que j'avais faites étaient la bonne. Donc la lumière possède un aspect corpusculaire. Donc c'est le fait
qu'on considère une collision de type mécanique qui permet de justifier le fait que la lumière possède un aspect corpusculaire. Clair? Expliquer pourquoi la longueur d'onde du photon diffusé est plus grande que celle du photon incident. Bah ça, c'est ce qu'on a vu, ce que je vous ai expliqué à la va-vite. Donc, pourquoi E' est supérieur à E? Soit vous faites, comme je vous l'ai dit à l'oral tout à l'heure, soit vous considérez plutôt des équations. Alors, donc, lors de la collision avec l'électron, une partie de l'énergie du photon est transférée à l'électron sous forme cinétique. Donc, l'énergie du photon, elle fait quoi? Très bien, elle diminue. Or, l'énergie d'un photon, on dit qu'elle est comment par rapport à sa longueur d'onde? Très bien. Inversement proportionnelle, proportionnelle à sa longueur d'onde. Donc, comme E diminue, alors lambda augmente. Facile? Alors bien entendu, si on rentre dans l'effet Compton un peu plus précisément, ce sera un peu plus compliqué. Des questions, tout va bien. Alors après, il nous demande de calculer la longueur d'onde de Compton. On vous donne une relation. Ok. Je peux tourner la page? Je vais changer de page. Plus simple. Donc, il nous demande en 3 le calcul de lambda c, longueur d'onde de Compton. Alors la longueur d'onde de Compton, vous avez une formule qui vous est donnée, c'est que lambda c est égal à h divisé par la masse de l'électron multiplié par c. En général, ça, c'est quelque chose qu'on vous redonne. Maintenant, on fait, j'aime pas quand tu marques ça. Donc, application numérique, lambda c égale 6,63 10 moins 34 divisé par la masse d'un électron est à 9,11 10 moins 31. Et la célérité de la lumière à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on prend un calculatrice. Et je trouve 2,43
3, 10 puissance moins 12. Ça me paraît. C'est pour moi, sinon elle va pas comprendre. Ah, regarde, je l'anticipe. Euh... Elle est où ma bêtise? Non, je pense. Alors, il faut juste que je vois ce que c'est des rayons X. Non, c'est ça. La longueur d'onde comme ça. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce que c'est pas la longueur d'onde du rayonnement cognitif. En fait, c'est la longueur d'onde qui caractérise la. Alors, qu'est-ce que ça caractérise, toi? Qu'est-ce que c'est que cette longueur d'onde Compton? On la calcule à partir de la masse d'un électron. D'accord? Donc, en fait, ça correspond à la considération qu'un électron aurait un comportement ondulatoire. Donc, la matière, telle qu'on la connaît, solide, possède un comportement ondulatoire. Rien à voir avec ce que tu disais. Tout comme les photons peuvent avoir un aspect corpusculaire, la matière, donc des électrons, des protons, n'importe quelle particule de matière, possède également un comportement ondulatoire. Et c'est là quand on parle, je pense que vous en avez parlé, des ondes gravitationnelles qui sont portées par des gravitons. Les gravitons sont des particules qui sont les porteurs de l'interaction gravitationnelle, comme les photons sont les porteurs de l'interaction électromagnétique. Et les électrons sont porteurs d'un certain type d'interaction. Donc on peut les considérer aussi comme des ondes. D'où le terme de dualité onde-corpus. Voilà. Ok. Ensuite, il demande en déduire un encadrement pour lambda prime moins lambda, justifier le choix des rayons X pour observer l'effet Compton. Donc déjà, on va faire un encadrement de lambda prime moins lambda. Donc pour ça, on vous donne une relation qui fait que lambda prime est moins lambda prime moins lambda est égal à lambda c facteur de 1 moins cosinus θ. Où θ, c'est l'angle de diffusion du photon. Comment on fait? Après, nous, ce qu'on veut, c'est trouver un encadrement. Vous partez du fait que cosinus, donc θ, il est compris entre 0 et 90 degrés. Donc cosinus θ est compris entre 0 et 1. D'accord? Quand θ vaut 0, cosinus θ vaut 1. Quand θ vaut 90, cosinus θ est égal à 0. Cosinus est une fonction décroissante entre θ égale 0 et 90 degrés. Donc moins cosinus θ est compris entre quoi et quoi? Moins cosinus θ va être compris entre moins 1 et 0. 1 moins cosinus θ est compris entre 0 et 1. Et donc, lambda prime moins lambda, comme c'est égal à lambda c fois tout ça, c'est compris entre 0 et lambda c. On n'est pas en maths, hein, c'est pareil. Oh.
C'est Spémat qui me parle là ou quoi? Pareil. On s'en fiche. C'est pareil en physique. Donc voilà pour l'encadrement qu'on voulait. Alors, justifier le choix des rayons X pour observer l'effet Compton. Alors là, c'est un peu de culture. Quel est le domaine des longueurs d'onde des rayons X? Alors, c'est entre combien de nanomètres et combien de nanomètres? Réfléchissons. Le visible, c'est quoi? 400, 800 nanomètres. Alors, si je vous donne un ordre de grandeur en mètres du visible, 10 puissance moins combien? Ah, alors, 10 moins 9, ça, c'est des nanomètres. Mais comme vous êtes entre 400 et 800 nanomètres, c'est des centaines de nanomètres. Ça nous fait du 10 moins 7. Voilà, parfait. Ensuite, les rayons X, ils sont plus énergétiques que le visible. Donc, est-ce que c'est plutôt de l'ultraviolet ou de l'infrarouge? Exactement. Donc, en fait, c'est quelque chose à savoir. Donc, on a 10-7. Donc, en dessous en dessous du visible, il y a l'ultraviolet. On va dire l'ultraviolet, ça va être une longueur d'onde de l'ordre de 10-8, à peu près, entre 10-7 et 10-8. Et après, tout ce qui est en dessous de 10-8 jusqu'à 10-12, donc 10-8, 10-12 mètres, ça correspond au rayon X. Or, lambda C lambda C est de l'ordre de 10-12 mètres. Et on doit être entre 0 et lambda C. Donc on doit bien être dans le domaine du rayon X. Lambda prime moins lambda doit être de l'ordre des rayons X. Alors on peut faire de l'effet Compton avec d'autres rayonnements. Question suivante, la 5. On bombarde des photons X d'énergie de 17,5 keV sur un cristal de calcite. Calcule la longueur d'onde des rayons X utilisés. C'est toujours la même chose. Je peux tourner la page? On finisse. Alors, 5, lambda X. Toujours la même chose. Vous dites que l'énergie, c'est Hc sur lambda. Donc, le lambda est égal à Hc divisé par E. Le piège, convertir les keV en quoi? En joules, exactement. 10 puissance 8 divisé par E. Donc, on a 17,5. 10 puissance 3, c'est pour kilo. On passe des électronvolts en volts. En joules, 1,60, 10 moins 19. Alors, 6,63, 10 moins 34 fois 3,18 divisé par 17,5, 10 puissance 3 fois 1,6, 10 moins 9, je me trouve avec du 7,10, 10 moins 11 mètres. On est bien dans le domaine des rayons, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Déterminer la longueur d'onde puis l'énergie des photons diffusés à l'angle. Donc là, on cherche lambda prime pour un angle de diffusion θ à 45 degrés. On n'a plus qu'à appliquer la formule qu'on avait tout à l'heure. On savait que
Lambda prime moins lambda, c'était lambda c facteur de 1 moins cosinus θ. Donc lambda prime, vous avez juste à dire que c'est lambda, plus lambda t, 1 moins cosinus θ. Vous voyez bien qu'il y a une augmentation de la valeur de la longueur d'onde. Donc, application numérique. Donc ça va nous faire du 7,10 10 moins 11 multiplié par 2,43 10 moins 12. 1 moins... C'est quoi le cosinus de 45 degrés? Oh la vache, ça fait mal! C'est la seule valeur qui est pareille que sinus. Sinus 45, cosinus... Voilà, merci. Racine de 2 sur 2. On avait fait de la trio quand même à un moment. Je crois que c'était en première même. Non, je me suis trompé là, c'est un plus. Plus 2,43 10 moins 12 multiplié par 1 moins... Et je me retrouve avec une longueur d'onde de 7,17 10 puissance moins 11. Donc vous voyez, il y a une petite variation de la longueur d'onde, ce qui nous permet ensuite de faire des mesures sur la vitesse de l'électron, par exemple. À quelle vitesse il va dissiper. C'est 7,10 10 moins 11. Et après, c'est 10 moins 12. Et en appliquant le principe de conservation de l'énergie, déterminé pour cet angle l'énergie de l'électron arraché au cristal. Donc là, c'est de la mécanique énergétique, hein, faire tout bêtement. Il y a une autre question. Ah, puis l'énergie des photons diffusés. Faire l'énergie des photons diffusés aussi. Donc on va avoir E', ça va être HC sur lambda prime. Ça revient exactement au même que tout à l'heure. 6,63 10 moins 34, multiplié par 3,0018. Divisé cette fois-ci par 7,17 10 moins 11. On refait maintenant le calcul. On va voir que l'énergie va être plus faible. 63 10 moins 34 fois 3,18 par 7,17 10 moins 11. On se retrouve avec une énergie de 2,67 moins 15. Alors en keV, ça fait, on va essayer division à 19, ça fait 17,3 keV. Donc on est passé de 17,5 keV à 17,3 keV. Et donc pour conclure, en appliquant le principe de conservation de l'énergie, déterminé pour cet angle l'énergie de l'électron arraché au cristal. L'énergie de l'électron, ça va être la différence des deux énergies, l'énergie de départ qu'on avait, c'est-à-dire E, moins l'énergie diffusée. Donc on se retrouve avec du 17,5 moins 17,3, c'est-à-dire du 0,2. Donc là, vous pouvez même vous retrouver la vitesse à laquelle l'électron remonter la tête. Voilà. Ceci conclut l'exercice et ceci conclut le chapitre sur l'effet photoélectrique. Alors, le prochain cours. Donc on va vraiment faire du court, donc il n'y aura pas beaucoup d'exercices, ça va être l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire. Ce que je vais vous demander de revoir, alors, est-ce que en enseignement scientifique, vous avez vu les différents types de désintégration, les différents types de radioactivité? Alpha, bêta moins, bêta plus et gamma. Ouais, c'était l'année dernière. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait en fonction du confinement et tout. Je vais le revoir.
Ok, on le reverra. Je vous reverrai les lois de Soudy, les chaînes de désintégration, et surtout, on va voir la loi de décroissance radioactive. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive. Bah, avec Monsieur Deflouk, c'est clair, tu l'as fait. Ce qu'on va faire, il va falloir que vous revoyiez les équations différentielles du premier ordre. Voilà, bon, je pense qu'on est tout. Là, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.